Bonjour, je suis Géraldine Libreau et je suis en charge des politiques de l'éducation de la petite enfance au service éducation de la Commission européenne. Le rôle de la Commission dans ce domaine est de mettre en avant l'importance d'une éducation de grande qualité, dès le plus jeune âge, accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur milieu social, leur lieu de vie ou leur capacité. Nous sommes convaincus que l'accès à cette éducation permet de donner les meilleures chances à tous les enfants et les prépare au mieux à leur vie de citoyens. Dans le cadre d'un groupe de travail spécifique à la petite enfance qui couvre la période depuis la naissance jusqu'à l'école primaire, couvrant donc les crèches et les écoles maternelles, nous réunissons les personnes en charge de ce sujet dans les ministères de toute l'Union européenne et au-delà. En Europe, les systèmes d'accueil et d'éducation de la petite enfance sont très différents les uns des autres. Ainsi, en France, au Portugal ou en Irlande, le secteur de la petite enfance relève de 2 ministères différents, alors que dans d'autres pays, comme la Suède, la Finlande ou la Slovénie, la petite enfance relève uniquement du ministère de l'Éducation. L'objectif de notre travail est de permettre à ces responsables politiques de discuter entre eux, ainsi qu'avec des experts, d'échanger des informations sur l'organisation de leur système, les financements, la formation du personnel de la petite enfance et bien d'autres sujets. Cette diversité européenne est une richesse sur laquelle nous nous appuyons pour comparer les méthodes de travail, les législations ou encore les approches pédagogiques. Nous travaillons également beaucoup avec les chercheurs pour que nos discussions soient étayées par les travaux scientifiques les plus récents. En mai 2019, les ministères de l'Éducation, les ministres de l'Éducation réunis au sein du Conseil de l'Union européenne ont adopté une recommandation relative à des systèmes de qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Ce texte est une décision politique commune qui indique la volonté de tous les États d'aller vers un secteur de la petite enfance plus développé, plus accessible et d'une grande qualité. Il est accompagné d'un texte très important, le cadre européen de la qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Ce cadre décrit les 5 piliers essentiels à la mise en place d'un système efficace et de qualité pour le bénéfice de tous les enfants dès le plus jeune âge, et je vais maintenant vous présenter ce cadre. Le premier pilier se concentre sur l'accessibilité des structures de la petite enfance. Ces structures doivent évidemment tout d'abord être mises en place, mais elles doivent aussi être accessibles géographiquement et financièrement. Elles doivent également pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap ou ne parlant pas la langue de leur pays d'accueil. Il est également important que ces structures encouragent la collaboration avec les familles pour mieux comprendre leurs besoins et parfois leur réticence à confier leurs enfants. La recommandation préconise également de créer un environnement accueillant pour l'enfant qui valorise les langues qu'il parle, sa culture et son milieu familial, ce qui contribue au développement de son sentiment d'appartenance. Le deuxième pilier de la qualité s'intéresse au personnel travaillant dans les structures de la petite enfance. Il est recommandé que ce personnel soit hautement qualifié et bénéficie d'une formation initiale et continue qui lui permette de remplir ses fonctions de façon adéquate. Quel que soit l'âge des enfants concernés, cette formation devrait toujours comporter une forte composante pédagogique sur le développement de l'enfant ainsi que ses droits et permettre aux professionnels de détecter les éventuels problèmes de développement et d'apprentissage d'un enfant. Ce deuxième pilier du cadre européen de la qualité de la petite enfance reconnaît également qu'il est primordial d'assurer aux personnes qui travaillent dans ce domaine de meilleures conditions de travail, avec des niveaux de rémunération plus appropriés et des perspectives de carrière plus attractives. Il propose également des pistes de réflexion, par exemple sur le sujet du taux d'encadrement. Le troisième pilier de la qualité concerne la mise au point de programmes pédagogiques destinés aux jeunes enfants. Ces programmes, dès les premiers mois de la vie, doivent contribuer au bien-être des enfants et s'intéresser aux besoins spécifiques et au potentiel unique de chaque enfant, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux ou qui sont vulnérables ou issus de milieux défavorisés. Le cadre européen de qualité encourage à développer des approches pédagogiques centrées sur l'enfant, qui peuvent davantage favoriser le développement global de l'enfant, soutenir ses stratégies d'apprentissage et promouvoir son développement cognitif et non cognitif en s'appuyant de façon plus systématique sur l'apprentissage par l'expérience, le jeu et les interactions sociales. Pour mettre en œuvre ces programmes pédagogiques, on retrouve l'importance des 2 premiers piliers du cadre de qualité,
à savoir d'une part le caractère inclusif des structures de la petite enfance et la coopération avec les familles, et d'autre part des personnels bien formés au développement de l'enfant et aux différentes approches pédagogiques. Le quatrième pilier de la qualité rappelle la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation à tous les niveaux. On ne peut viser la qualité que si l'on est capable de l'évaluer, ce qui permet ensuite de modifier le système et de l'améliorer. Il s'agit ici de collecter des données sur le fonctionnement des structures, sur le personnel ou sur la mise en œuvre des programmes pédagogiques, afin de cerner par exemple les besoins d'investissement dans les infrastructures ou en formation du personnel. Il est également établi que répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant est le principe essentiel qui doit guider tous les mécanismes de suivi et d'évaluation. Enfin, le cinquième et dernier pilier du cadre européen de la qualité pour la petite enfance concerne les questions de gouvernance et de financement. En ce qui concerne la gouvernance, le cadre européen invite toutes les organisations amenées à travailler avec de jeunes enfants et leurs familles à travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins de ces familles. Une collaboration étroite et systématique dans un cadre organisé et cohérent est encouragée entre les structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance et les autres services de l'enfance, les services sociaux, les soins de santé, les écoles primaires et tous les autres acteurs légitimes au niveau local. Pour terminer, j'aimerais souligner que le cadre européen de qualité pour la petite enfance rappelle que pour assurer l'égalité des chances à tous les enfants, quel que soit leur lieu de vie, leur milieu social ou leur capacité, il est primordial que soit mise en place une législation nationale, des stratégies politiques ambitieuses et des investissements à la hauteur des enjeux. Ce cadre européen de la qualité de la petite enfance comprend donc 5 piliers. Un accès de tous les enfants à des structures de qualité, un personnel bien formé avec de bonnes conditions de travail, des programmes pédagogiques adaptés, des mécanismes de suivi et d'évaluation, et enfin une législation et un financement adéquats. Il est important de souligner que ces 5 piliers sont interdépendants et que la qualité ne peut être réalisée que si ces 5 piliers sont bien présents pour soutenir l'accueil et l'éducation des jeunes enfants. Ce cadre de référence a donc été adopté il y a un peu plus d'1 an et de nombreux pays européens l'utilisent pour engager des réformes et offrir plus d'accueil, plus d'éducation et de meilleure qualité à tous les enfants. La crise sanitaire que nous traversons actuellement représente évidemment un défi de taille pour le secteur de la petite enfance et pour la poursuite de cet objectif centré sur la qualité de ces services. Plusieurs aspects importants doivent être évoqués. Tout d'abord, j'aimerais parler du premier pilier de notre cadre de qualité, à savoir l'existence même et l'accessibilité des structures de la petite enfance. Les remontées d'informations venues du monde entier montrent que l'existence même d'un grand nombre de ces structures est remise en question pour des raisons financières. De nombreuses organisations, notamment privées, et en particulier celles qui accueillent les plus jeunes enfants, sont tout simplement en passe de disparaître. On parle ainsi dans certains pays ou certaines régions d'un tiers des crèches qui seraient à risque de fermer leurs portes. Les structures qui restent ouvertes sont aussi confrontées à de grandes difficultés de gestion en raison du manque de fréquentation et donc de revenus, ainsi que de plus grandes dépenses pour respecter les consignes sanitaires. Pour le moment, certains experts et médias tirent la sonnette d'alarme parce que cette situation risque de priver de nombreuses familles de mode de garde, ce qui serait une entrave à la reprise économique nécessaire et notamment à la reprise du travail des femmes. Mais au-delà de cette considération certes très importante, il faut aussi garder en tête l'impact de ces fermetures sur l'existence même d'infrastructures permettant d'accueillir tous les enfants. Le risque est bien réel que le maillage des infrastructures sur les territoires se fragilise et que de nombreux enfants ne puissent plus bénéficier de ces services. Enfin, nous pensons à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la petite enfance. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux et toutes celles qui ont continué à assurer l'accueil des enfants dans les structures restées ouvertes, permettant ainsi à leurs parents de continuer à travailler. Cela s'est souvent fait dans des conditions difficiles et instables, dans lesquelles ces personnels ont montré beaucoup de dévouement, de professionnalisme et une grande capacité d'adaptation. Cependant, beaucoup d'autres n'ont eu aucune activité et ont subi une perte de revenus ou ont brutalement perdu leur emploi. D'autres encore ont dû changer au moins temporairement d'activité ou ont peut-être décidé d'un changement de carrière.
Dans un secteur où les revenus sont peu élevés et où le manque de professionnels est récurrent, il s'agit là d'une situation alarmante pour ces professionnels et pour le secteur de la petite enfance tout entier. Il est donc essentiel que des investissements importants soient réalisés, tant pour soutenir les infrastructures elles-mêmes que pour aider les personnels de la petite enfance à continuer à exercer leur métier. Outre les investissements nécessaires au niveau local, régional et national, la Commission européenne a également proposé de venir en aide financièrement par différents mécanismes, tant aux structures qu'au personnel de la petite enfance et de l'éducation en général. Il s'agira par exemple de recourir au Fonds social européen ou au nouveau mécanisme proposé par la Commission, appelé Facilité pour la reprise et la résilience, qui apportera un soutien financier à grande échelle aux réformes et aux investissements réalisés par les États membres en vue d'atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. Le programme Erasmus, qui est ouvert aux étudiants et aux professionnels de la petite enfance, verra son budget accru, ce qui ouvrira des perspectives toujours plus importantes en termes de formation initiale et continue à travers l'Europe. J'aimerais cependant également parler d'une autre préoccupation, le danger que fait peser cette crise sur le développement des enfants et le risque d'oubli de la dimension pédagogique des structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance. En effet, ces derniers temps, les discours publics se sont uniquement focalisés sur la fonction de garderie de ces structures. Mais notre secteur, c'est bien plus que cela. Comme j'en ai parlé plus tôt, la dimension pédagogique est indissociable d'un accueil de qualité, dès le plus jeune âge. De grands efforts ont été faits pour assurer la continuité pédagogique pour les enfants de primaire et secondaire. Pour les plus jeunes qui restaient à la maison, beaucoup moins de choses ont été faites, ce qui s'explique notamment par la complexité d'assurer cette continuité pédagogique à distance avec de si jeunes enfants. Mais surtout, il me semble que l'on a peut-être un peu perdu de vue la fonction éducative des structures de la petite enfance et l'importance d'assurer un suivi de tous les enfants, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés spécifiques dans leur famille, peut-être en situation de pauvreté, ou les enfants porteurs de handicap. Pour ces enfants-là en particulier, l'accueil dans les structures de la petite enfance est primordial. La Banque mondiale a d'ailleurs récemment alerté sur le risque que les plus jeunes enfants soient les premières victimes de la crise actuelle en raison du manque d'opportunités éducatives à un âge fondateur pour le reste de leur vie. Outre la remise sur pied du secteur au niveau financier, il me semble donc essentiel de poursuivre le combat engagé depuis quelques années au niveau politique et sur des bases scientifiques pour promouvoir l'aspect éducatif de la petite enfance et assurer le maintien du lien éducatif entre les professionnels de l'enfance et les familles, même en période de crise telle que celle que nous vivons actuellement. Mais pour terminer sur une note positive, j'aimerais également souligner que comme toute crise, et malgré ses conséquences dévastatrices d'un point de vue humain et économique, la crise sanitaire que nous traversons offre aussi de nombreuses opportunités de progresser vers notre objectif de plus de qualité pour la petite enfance. Pour commencer, cette crise nous a rappelé le rôle essentiel du secteur de la petite enfance pour soutenir la société dans son ensemble, ce qui, nous pouvons l'espérer, pèsera dans la balance au moment des arbitrages financiers à venir dans le contexte de crise économique qui accompagne cette crise sanitaire. Cette crise a aussi été l'occasion pour de nombreux acteurs du secteur de développer ou d'améliorer certaines pratiques dont on peut espérer qu'elles se pérennisent. Les professionnels de la petite enfance ont ainsi été amenés à développer de nouveaux contacts, parfois plus étroits, avec les familles et à développer leur soutien global à la parentalité. Cet aspect primordial dans une prise en charge de qualité des enfants devrait être appelé à perdurer. De nouvelles approches pédagogiques ont dû être mises en place, toujours en lien étroit avec les parents et en tenant compte de difficultés spécifiques, comme l'impossibilité d'utiliser massivement les nouvelles technologies avec de si jeunes enfants, un manque de ressources matérielles ou numériques des parents, des difficultés de compréhension en raison de la langue, mais de nombreuses pratiques innovantes se sont développées qui devraient se poursuivre. Certains pays envisagent aussi d'utiliser cette nouvelle expertise pour accroître le soutien à la petite enfance dans les régions les plus isolées géographiquement. Des bibliothèques de ressources virtuelles se sont mises en place pour aider les professionnels ou les parents à faire face à la situation, et on ne peut qu'espérer qu'elles resteront en ligne et se développeront encore davantage.
De nouveaux réseaux se sont créés, créant de nouvelles façons de fonctionner et de nouvelles solidarités, démontrant ainsi l'intérêt de la coopération entre les différents services qui soutiennent les enfants et les familles. On porte aussi actuellement une attention plus importante aux périodes de transition, que ce n'est le cas traditionnellement. Ces périodes de transition entre la crèche et l'école maternelle puis vers l'école primaire sont des périodes très importantes pour l'enfant qui doivent être bien pensées et organisées, que ce soit pour le bien-être de l'enfant que pour son développement cognitif. L'approche de la prochaine rentrée scolaire exige qu'une réflexion approfondie à ce sujet ait lieu, pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Il faudra par exemple prendre en considération le possible manque d'avancées pédagogiques de nombreux enfants, ainsi que l'habitude prise de vivre en famille et parfois la perte des acquis de la socialisation. Mais avant tout, il faudra prendre en compte les besoins émotionnels de ces enfants. Ce sera l'occasion de mettre en place de nouveaux outils et des stratégies innovantes pour faciliter ces passages entre structures ou entre niveaux scolaires. Dans certains pays, on a également constaté que l'accueil d'urgence dans les structures restées ouvertes a permis d'entamer une réflexion sur les taux d'encadrement, réduits pendant la crise, et leur lien avec la qualité de l'accueil et de l'éducation offert à chaque enfant. À un niveau plus systématique, cette crise est aussi l'occasion de réfléchir à l'organisation des systèmes de la petite enfance pour accroître leur capacité de résilience et de soutien aux enfants en période de crise grave. Par exemple, certains chercheurs émettent l'hypothèse que les systèmes dans lesquels les investissements publics constituent une part plus importante offrent une meilleure résistance à la crise économique et donc permettent d'assurer une offre plus solide de services à la petite enfance. On évoque aussi l'idée que dans les pays dans lesquels l'ensemble du secteur de la petite enfance relève d'un même ministère, une réponse mieux articulée et plus adéquate peut être apportée aux besoins des enfants. On retrouve ici l'importance de l'évaluation des systèmes, telle qu'évoquée par le 4e pilier de notre cadre de qualité. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, de tester des hypothèses, et nous nous réjouissons que des projets de recherche sur l'impact du Covid-19 sur le secteur de la petite enfance aient été entamés dans certains pays. La Commission européenne est d'ailleurs également sur le point de lancer une telle recherche dans 7 pays qui présentent des systèmes très différents. Je conclurai en rappelant un principe établi par un autre texte européen fondamental, adopté en 2017 par les États membres, le socle européen des droits sociaux. Le 11e principe de ce texte, qui en compte 20, établit que les enfants ont droit à une éducation de la petite enfance à des prix abordables ainsi qu'à des soins de qualité. Les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté. Les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l'égalité des chances. Une déclaration de principe qui vaut également en temps de crise. Il est donc urgent et primordial de mettre en place des législations, des mécanismes et des financements ambitieux pour rendre le secteur de la petite enfance plus robuste pour que les jeunes enfants ne soient pas à terme les premières victimes de crises comme celles que nous vivons actuellement. Merci.